Et si la véritable menace à la frontière du Burkina Faso n'était pas le chaos, mais une arme silencieuse contre l'indépendance africaine? Posons-nous la question. Et si tout ce tumulte n'était que la partie visible d'un mécanisme beaucoup plus sophistiqué, qui vise à maintenir l'Afrique dans une forme de dépendance moderne à travers la gestion des frontières? Le discours dominant accuse le Burkina Faso d'être une source d'instabilité pour ses voisins. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sonnent l'alarme, évoquant un risque d'insécurité qui traverserait la frontière et déstabiliserait l'Afrique de l'Ouest. Les médias internationaux s'affolent, multipliant les analyses anxiogènes. Dans ce climat de panique, la CEDEAO convoque une réunion d'urgence, tous les regards tournés vers Ouagadougou. Les médias martèlent, c'est le Burkina Faso qui déstabilise la région, c'est la menace à surveiller, c'est le foyer d'agitation qu'il faut impérativement contenir. Mais la réalité, comme souvent, est bien plus complexe. La fermeture militaire de la frontière sud par Ibrahim Traoré n'est pas une provocation, mais une réponse stratégique mûrement réfléchie. Ce n'est pas pour attaquer, mais pour survivre, pour ne pas être pris à la gorge par un isolement économique ou une agression déguisée. Derrière les discours et les images de soldats, il s'agit d'un verrouillage préventif, une sorte d'assurance-vie pour la nation burkinabé. Traoré sait que l'économie nationale dépend de façon vitale des ports du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Sans ces accès, pas d'import, pas d'export, et le pays s'étouffe lentement mais sûrement. Imaginez un instant le Burkina Faso privé de carburant, de médicaments, d'engrais, de denrées alimentaires. Le moindre grain de sable à la frontière peut enrayer la machine entière. Ce que l'on tait, c'est que ces frontières, héritées du colonialisme, sont devenues l'arme la plus efficace pour bloquer toute tentative d'émancipation. Les États côtiers, soutenus par les puissances occidentales, n'ont pas besoin d'envoyer des chars ou des bombes. Il suffit de militariser les postes frontières, de bloquer les camions, de ralentir les flux d'échanges. C'est un étranglement silencieux, presque invisible, dont les conséquences menacent la stabilité économique et politique de toute la région. Qui se soucie du sort des petits commerçants coincés des jours entiers aux postes frontières? Qui s'inquiète des agriculteurs qui ne peuvent plus écouler leur production? L'arme économique est redoutable, car elle ne fait pas de bruit, mais elle détruit des vies tout aussi sûrement. La véritable question, fermeture militaire, provocation ou instinct de survie? Ignorer ce qui se joue, c'est risquer de sacrifier la souveraineté africaine et l'avenir de la région. Pour comprendre pourquoi cette frontière est si explosive, il faut revenir à l'histoire, mais aussi décrypter les stratégies actuelles. Peut-on vraiment parler de sécurité quand des millions de personnes dépendent du bon vouloir de gouvernements extérieurs pour manger ou se soigner? Et qui décide des règles du jeu? Sont-ce les peuples eux-mêmes ou bien des intérêts qui leur échappent? Pourquoi une simple ligne, tracée il y a un siècle par des mains étrangères, peut-elle aujourd'hui étouffer tout un pays? Qui en tire profit, au fond? Pour saisir la crise à la frontière sud du Burkina Faso, il faut regarder au-delà des discours officiels et des images de soldats en treillis. Le Burkina Faso est enclavé, c'est-à-dire sans accès direct à la mer. Chaque cargaison de vivres, de carburant, de machines, chaque sortie d'or ou de coton dépend des voisins du Sud, Ghana et Côte d'Ivoire. Cette dépendance logistique est une arme à double tranchant. D'un côté, elle favorise la coopération régionale. De l'autre, elle rend le pays vulnérable à toute manœuvre d'isolement ou de pression. Il y a quelques années, la présence militaire française et américaine était concentrée au Sahel. Après avoir été expulsées du Mali, du Burkina et du Niger, ces forces se sont redéployées dans les États côtiers, Ghana, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, à proximité immédiate de la frontière burkinabé. Ce mouvement n'est pas anodin. Que viennent faire des bases étrangères si près de la zone la plus sensible? Pourquoi ces puissances multiplient-elles les accords militaires avec les voisins du Burkina Faso? Est-ce par pur souci de sécurité, ou pour garder un œil et une main sur l'évolution politique de la région? Lorsque la CEDEAO, souvent pilotée de loin par Paris, Bruxelles ou Washington, convoque des sommets d'urgence, il s'agit officiellement de contenir le chaos. Mais en réalité, ces réunions servent souvent à légaliser le durcissement de la frontière.
Une zone de sécurité militarisée bloque la circulation, retient les camions, empêche nourriture et médicaments d'arriver à Ouagadougou. Pas besoin de guerre ouverte pour étrangler un pays. Il suffit de fermer les postes, de ralentir les échanges et de laisser l'inflation, la faim et le désespoir faire le reste. Les images de files de camions à l'arrêt, de marchés déserts, de familles privées de tout, parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas nouveau. Dans les années 80, Thomas Sankara, président révolutionnaire, voulait libérer le Burkina du joug néocolonial. Ses voisins, sous pression des grandes puissances, l'ont isolé, coupant routes et approvisionnement, jusqu'à l'étouffer. Cette stratégie d'isolement n'a jamais vraiment disparu. Aujourd'hui, scénario similaire. Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel veulent la souveraineté, mais se heurtent à des manœuvres diplomatiques et économiques dont la portée est souvent sous-estimée. L'histoire semble se répéter, avec des acteurs différents, mais selon le même script. Les moyens changent, la logique demeure. Ces frontières n'ont jamais été conçues pour protéger les peuples. Elles sont issues du colonialisme, tracées pour diviser, contrôler et faciliter l'exploitation des ressources. Aujourd'hui encore, elles servent d'armes stratégiques, non pour la sécurité des populations, mais pour contenir toute velléité d'autonomie et préserver les intérêts extérieurs sur les richesses du sous-sol. Pourquoi l'Afrique, si riche, reste-t-elle si pauvre? C'est aussi, souvent, une question de contrôle des frontières. Ignorer cette réalité, c'est tomber dans le piège du récit dominant, celui qui présente la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité comme des fatalités africaines, alors qu'elles sont souvent le résultat de décisions prises ailleurs, dans des bureaux feutrés, loin des réalités du terrain. Et ce sont les populations locales qui paient le prix fort. Chômage massif, inflation galopante, exil forcé des jeunes à la recherche d'un avenir meilleur. Combien d'entre eux rêvent de partir, faute de perspective? Combien de familles se déchirent à cause d'une frontière fermée? Ce qui se joue autour de la frontière n'est que la partie visible d'une stratégie plus sombre, plus sournoise, qui vise à empêcher l'émancipation réelle du continent africain. C'est une guerre silencieuse, où l'arme principale n'est pas le fusil, mais le blocus logistique, la pression économique, la manipulation des flux commerciaux. Fermer une frontière peut suffire à paralyser un pays. En Afrique de l'Ouest, la vraie arme de la CEDEAO, c'est la géographie. On parle souvent de frappe, de terrorisme, de coup d'État, mais le levier le plus dangereux, c'est de transformer une frontière en barrière économique et militaire. Entre le Burkina Faso et ses voisins, il ne s'agit pas seulement d'un bras de fer militaire, mais d'une asphyxie silencieuse où chaque mètre carré compte. Qui peut compter les pertes invisibles, les rêves brisés, les entreprises ruinées par une décision prise à huis clos? Récemment, alors qu'on craignait une escalade militaire, la menace la plus immédiate a été la fermeture stratégique de la frontière sud. Tout transite par là. Or, nourriture, carburant, médicaments, pièces détachées pour les machines agricoles ou industrielles. Couper ces flux, c'est littéralement étouffer le pays. Les prix flambent, les marchés se vident, la pression sur les familles déjà fragiles devient insupportable. Pendant que l'on parle de sécurité, ce sont les populations qui subissent cette guerre grise, faite d'attentes, de pénuries, d'humiliations quotidiennes. Et ce n'est que la partie visible. Les gros titres oublient que, derrière les checkpoints, la zone grise s'étend. Soutien discret à des groupes insurgés, logistique sous la table, mercenaires occidentaux dans les capitales voisines, opérations de renseignement camouflées. Les diplomates s'agitent devant les caméras, mais en coulisses, la carte des alliances change chaque nuit. La diplomatie ici masque une stratégie d'intervention bien rodée, où chaque sommet d'urgence n'est souvent qu'un prétexte pour préparer des sanctions, isoler un pays, ou autoriser des patrouilles étrangères sous couvert de sécurité régionale. Ibrahim Traoré a compris la leçon de l'histoire. Il sait que la menace ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de complicités internes, de voisins, relais d'intérêts néocoloniaux. D'où la réaction rapide. Verrouillage, armée en alerte, ligne rouge tracée. Il a vu Sankara assassiné, non par des missiles, mais par l'isolement, la trahison,
orchestrée par la fermeture des accès vitaux. Aujourd'hui, la même mécanique tente d'étouffer l'expérience d'autonomie de l'AES, mais cette fois, la leçon a été retenue, et la vigilance est de mise. Mais si la frontière ferme vraiment, la situation bascule. Côté burkinabé, le ravitaillement contre les groupes armés devient presque impossible, les coûts explosent, la résistance s'affaiblit. Les hôpitaux manquent de médicaments, les écoles ferment faute de fournitures, les entreprises licencient. Côté ghanéen, le nord du pays, dépendant du commerce transfrontalier, risque le chaos économique. Millions de dollars bloqués, marchés paralysés, tensions sociales accrues. En voulant punir le Burkina Faso, la CEDEAO prend le risque d'emporter ses propres populations dans la tourmente. En militarisant la frontière, elle menace la stabilité régionale. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement Ouagadougou, mais la voie politique, la sécurité et la richesse de toute l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont les issues possibles et les risques des deux camps? C'est la question cruciale. Peut-on imaginer une sortie par la force ou la diplomatie saura-t-elle l'emporter? L'histoire regorge d'exemples où une simple étincelle a mis le feu à toute une région. Un incident, et toute l'Afrique de l'Ouest pourrait s'embraser. La moindre erreur, un tir accidentel, un drone qui franchit la frontière, et tout bascule. Ce n'est plus seulement le Burkina Faso en danger, mais la stabilité régionale. Les populations civiles, déjà fragilisées, seraient en première ligne. Pire scénario, des milliers de soldats massés, la tension à son comble. Un accrochage, même accidentel, servirait de prétexte à la CEDEAO pour invoquer ses protocoles de défense. Le Burkina Faso serait désigné comme agresseur, justifiant une intervention régionale et l'appel au soutien occidental. Ce serait la porte ouverte à une guerre par procuration, où des Africains s'entretueraient pour des intérêts étrangers. Les populations civiles seraient prises en étau et paieraient le prix fort, comme on l'a vu ailleurs sur le continent, du Nigeria à la RDC. Mais le scénario rêvé pour le Burkina Faso existe. Ibrahim Traoré joue la carte de la dissuasion. Montrer que le coût d'une confrontation serait insupportable pour les voisins du Sud, dont les économies, notamment le nord du Ghana, dépendent du commerce avec le Burkina. Si la CEDEAO fermait la frontière, ses propres populations basculeraient dans la précarité et l'instabilité politique. La démonstration de force burkinabé fonctionnerait alors comme un bouclier. La CEDEAO reculerait, limitant ses menaces diplomatiques, et l'AES obtiendrait une reconnaissance de fait de son autonomie. Ce serait la preuve éclatante qu'une souveraineté africaine affranchie peut s'imposer par la résistance, le courage et la solidarité populaire. Cependant, le plus probable reste un enlisement dans une nouvelle guerre froide, régionale. Les frontières resteraient militarisées, le commerce officiel bloqué, mais des réseaux parallèles de contrebande se développeraient, rendant l'économie encore plus fragile et incontrôlable. Les tensions s'installeraient, alimentant méfiance, coups de force et discours de haine. Les régimes côtiers verraient dans la résistance burkinabé une menace à leur propre stabilité. Leur peur, que l'exemple de Traoré inspire d'autres peuples et provoque des remous jusque dans les capitales du Sud. Qui sera le prochain à réclamer une souveraineté réelle? Les élites craignent l'effet domino. L'enjeu est immense. Maîtrise des richesses, sécurité, pouvoir politique sur l'Afrique de l'Ouest. Paix ou guerre, dépendance ou émancipation, stabilité ou bouleversement. Le choix issu de cette crise décidera, pour des décennies, qui représentera réellement les peuples africains, qui décidera du partage des ressources, qui imposera ses règles. Mais derrière ces stratégies, il y a des leçons à tirer pour le continent, et peut-être même pour le monde. Jusqu'où des frontières tracées il y a un siècle décident-elles encore de ton avenir? C'est essentiel pour comprendre ce qui se joue à la frontière sud du Burkina Faso. Au-delà des militaires ou des débats diplomatiques, c'est l'économie, la liberté et l'avenir d'une région tout entière qui sont en jeu. Pouvons-nous accepter que des décisions prises hier continuent d'enchaîner des millions de vies? Constat. La diplomatie régionale cache souvent une guerre économique. Les négociations de paix servent parfois à justifier blocus, contrôle et sabotages économiques.
Pour les commerçants, cela signifie des jours bloqués à la frontière, des produits perdus, des prix en hausse, une économie étouffée. Pendant ce temps, un marché parallèle se développe. Contrebande, corruption, réseaux mafieux prospèrent sur la misère des populations. Ainsi, une crise sécuritaire devient une crise de survie pour des millions de familles qui doivent choisir entre la faim et l'exil. Pire, le contrôle des papiers et autorisations vaut parfois plus que le mouvement des troupes. Qui a accès à l'information? Qui passe la frontière? Qui exporte? Tout dépend de décisions opaques, souvent dictées par l'extérieur, où la souveraineté nationale est sacrifiée sur l'autel de la sécurité ou du développement. La guerre se mène aussi par la bureaucratie et les deals secrets entre gouvernements et multinationales. La souveraineté ne se négocie pas dans les hôtels de luxe, elle se conquiert sur le terrain, dans la vie quotidienne, dans la résistance des peuples. Face à cela, quelle marge de manœuvre pour toi, citoyen ou diaspora? D'abord, la vigilance. Surveiller de près les accords militaires, les nouvelles alliances, et dénoncer la manipulation des discours qui réduisent chaque crise à une affaire de bandits ou de terroristes. La vérité, chaque décision prise dans une capitale étrangère a un impact direct sur ton quotidien, sur le prix du pain, sur l'école de tes enfants, sur la paix de ton quartier. Ensuite, ne pas sous-estimer la solidarité régionale. Les frontières du colonialisme ne doivent plus être des barrières, mais des points d'appui pour reconstruire l'unité africaine. Quand les peuples refusent d'être instrumentalisés, ils reprennent le contrôle de leur histoire. Le défi est immense, mais l'histoire montre que les peuples unis sont capables de renverser les barrières les plus solides. Le risque, c'est de rester passif, de regarder sans voir que les règles sont écrites sans nous. Rester spectateur, c'est subir l'histoire. S'informer, s'engager, c'est se donner une chance de changer le cours des choses, de défendre une souveraineté réelle, de transmettre un espoir aux générations futures. Alors, face à ce bras de fer historique, une question se pose pour chacun. La vraie bataille se joue autant sur le terrain que dans nos esprits, et dans les accords signés en secret. Ce qui se passe à la frontière sud du Burkina Faso dépasse le simple affrontement militaire. C'est un test, le point de rencontre entre deux visions opposées de l'Afrique. Une Afrique qui s'affranchit et une Afrique soumise à des intérêts extérieurs, sous couvert de sécurité et de coopération. Quand Traoré déploie ses troupes, ce n'est pas pour attaquer le Ghana, mais pour contrer une offensive plus sournoise. Alliances régionales, puissances occidentales, réseaux d'influence cherchant à étouffer toute souveraineté radicale. Les réunions d'urgence, les communiqués alarmistes, ne sont qu'un rideau de fumée. La vraie opération se joue ailleurs, dans les accords militaires secrets, l'installation de bases de drones, les exercices conjoints entre armées étrangères et régimes locaux. Ce que redoutent les États côtiers et leurs alliés, ce n'est pas un assaut militaire venu du Nord. C'est la contagion politique, la peur de voir une vague populaire balayer un autre régime néocolonial, la peur de perdre le contrôle d'une jeunesse avide de changement. Ils veulent mettre en quarantaine une idée, un exemple, celui que l'Afrique peut imposer ses propres règles, peut refuser le diktat de l'extérieur. Mais qui profite de tout cela? Pas les populations locales, qui voient leurs économies paralysées, la méfiance croître, les routes commerciales coupées et surtout leur avenir confisqué par des décisions lointaines, hors de leur contrôle. Les frontières héritées du colonialisme servent encore d'instruments de division, de domination. Voilà le vrai risque. Si le débat se limite à la sécurité ou aux querelles diplomatiques, on rate l'essentiel. La souveraineté africaine ne se gagne ni avec des armes, ni dans des salons feutrés. Elle se construit collectivement, par une analyse lucide, un engagement citoyen, une solidarité active. Tant que ce jeu restera l'apanage de quelques élites et de leurs parrains étrangers, l'Afrique perdra sa voix, sa richesse et sa capacité à décider de son destin. Alors, la défense ferme de Traoré est-elle la clé de la souveraineté ou un engrenage de plus dans la spirale de l'instabilité? Rien n'est écrit d'avance. Ce combat est autant idéologique que militaire. Il nous concerne tous, que l'on vive à Ouagadougou, à Abidjan ou dans la diaspora. Ce qui se joue aujourd'hui à la frontière sud du Burkina Faso décidera demain qui contrôle la sécurité,
les ressources et la voix de l'Afrique de l'Ouest. Pour une vraie indépendance, il ne suffit plus de regarder. Il faut questionner, s'informer, refuser les récits simplistes et surtout, se mobiliser pour que la souveraineté devienne une réalité, vécue et partagée. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce regard vous a interpellé, likez, abonnez-vous et restez attentifs. Nous continuerons à décrypter chaque nouvelle étape, chaque manœuvre, chaque avancée ou recul. Restez curieux, vigilants et à très bientôt.